La dernière oratrice que je vais vous présenter est Anita Biondo. Vous désirez vous installer où, chère madame? Je me mets ici, comme ça on n'embête pas l'ordi. Alors, Anita Biondo est criminologue et inspectrice de police à Bruxelles. Elle est spécialiste de la lutte contre l'inceste et les violences intrafamiliales. Elle est chargée de projet à Save Bruxelles. Elle partage son expérience sur le rôle crucial de la police dans la réponse aux violences conjugales. Madame, la parole est à vous. Merci. Ça fonctionne? Oui? Tu m'entends? Super. Oui, ben c'est pas évident de passer en fin de journée comme ça, en plus pour parler de la police et de la place qu'on peut prendre dans cette prise en charge des violences intrafamiliales. Quand on a choisi ce titre de place de la police dans cette prise en charge, il y a deux choses en fait très différentes qui me sont venues à l'esprit assez rapidement. C'est la place que la police a effectivement aujourd'hui, avec pas mal de mesures en fait qui sont prises au niveau belge pour améliorer les services policiers. Et il y a la place que les gens aimeraient qu'on ait. Il y a la place que les gens imaginent qu'on a. Il y a tous ces pouvoirs qui sont imaginés que la police a et qu'en fait elle n'a pas. Et donc je vais vraiment dresser un topo de ce qui existe aujourd'hui en Belgique et à la fin à Bruxelles, parce que à Bruxelles on est en train de mettre en place des choses qui n'existent pas ailleurs sur le territoire, et peut-être que ça va faire des petits, mais on n'arrive déjà pas à se mettre d'accord à Bruxelles, donc voilà, on verra comment on peut exporter le modèle, mais oui, bienvenue à Bruxelles. Et donc très concrètement, que fait la police? Alors, si on veut être très réducteur, le rôle de la police, c'est quoi? C'est de recevoir une victime, éventuellement correctement, d'entendre ce qu'elle a à nous dire, de l'écrire dans un procès-verbal d'audition, ensuite de remettre toutes les informations qu'elle a pu trouver dans un dossier, donc le procès-verbal, qui part au parquet. Point. On s'entendrait que c'est un peu court, mais en réalité, si elle faisait déjà ça correctement, elle aurait fait une grosse partie de son travail. On s'est quand même dit assez rapidement, et surtout depuis la réforme des polices, que c'est un peu court comme manière de voir notre travail, spécialement par rapport à des victimes comme des victimes de violences intrafamiliales qui ont besoin d'une prise en charge vraiment complètement interdisciplinaire et multidisciplinaire, et que, ok, la police fait son travail, mais elle peut le faire un peu mieux que juste la base. Et donc, avec la réforme des polices, on a créé des missions de base. Il y en avait 6 à la base, maintenant il y en a 7. Mais dans les missions de base, au tout départ, il y a l'accueil des victimes. C'est une des missions vraiment les plus basiques que la police a à mettre en place. Donc, toutes les zones de police de Belgique doivent fournir un accueil correct aux victimes. Il y a différents accueils. Donc, il y a l'accueil de première ligne. Ce sera les policiers qui vont venir chez vous quand vous les appelez, et ou les policiers au commissariat qui reçoivent les plaintes, dont le fameux premier accueil policier qui est toujours merveilleux. Il faut quand même savoir que la place de l'accueil vraiment policier est souvent déjà pas assurée par un policier. Et en tout cas, à Bruxelles, moi, dans la zone de police où je travaillais, on avait 3 commissariats différents à un moment donné, et c'était toujours la place qu'on donnait à celui, on ne sait plus quoi faire avec cette personne, on va la mettre à l'accueil. Génial, comme première image de la police quand on se présente dans un commissariat, c'est tout à fait merveilleux. Plutôt que d'avoir des personnes super formées, justement, et qui soient avec une écoute particulière et vraiment formées à l'accueil. Donc, il y a cette première ligne. On s'entend que c'est pas toujours la meilleure des prises en charge qui est faite là.
Alors après, à leur décharge, ils ont, je sais pas combien de missions par jour quand ils sont dehors. Ils ont, je sais pas combien de plaintes par jour quand ils sont au bureau. Donc, c'est clairement pas les bonnes conditions pour recevoir des victimes qui sont victimes de faits graves tels que victimes conjugales ou violence conjugale ou violence intrafamiliale. Donc, dans cet accueil, ce qui a été créé en même temps, c'est une deuxième ligne avec des services spécialisés, en général les services famille-jeunesse, où là, on a déjà des policières qui sont formés à travailler dans ce domaine, qui donc ont déjà plus que la formation de base où on a 4 heures sur un an où on parle des violences intrafamiliales. Voilà, ils ont une formation beaucoup plus approfondie et ils travaillent que dans ce domaine-là. Donc l'expérience crée vraiment une expertise chez eux dans la gestion de ces situations. Le souci de cette deuxième ligne, comme elle porte bien son nom, c'est son accessibilité. Et là, de nouveau, on a une différence et une multitude de manières de travailler, rien qu'à Bruxelles. Dans certaines zones de police, vous allez pouvoir avoir accès à la deuxième ligne directement sans passer par la première. Dans d'autres, c'est complètement interdit par le règlement vraiment de fonctionnement interne des zones. Ensuite, il y a un truc qui a été créé avec la réforme qui s'appelle SAPV, donc le service d'assistance policière aux victimes. Et moi, ça reste jusqu'à maintenant une des portes d'entrée que je préfère pour les victimes de faits assez graves comme ici. C'est un service qui passe sa vie à s'occuper des victimes, comme son nom l'indique, chez qui on peut se présenter en fait. Donc c'est pas la porte principale du commissariat, c'est vraiment un accès détourné. Mais c'est un accès détourné qui va vous permettre d'être en contact direct avec des policiers ou pas, des assistants sociaux, des psychologues, qui vont pouvoir vous écouter déjà sans acter d'office votre plainte, parce que on se plaint beaucoup du fait que les policiers n'actent pas les plaintes. On est confronté au problème inverse, c'est que certaines victimes aimeraient bien être conseillées sur voilà ma situation, est-ce que déposer plainte a du sens, quel sera le cheminement de cette plainte, comment ça fonctionne la justice en fait, c'est très nébuleux pour les gens qui ne sont pas dans le milieu. Et en fait, justement, le SAPV peut faire ça, peut entendre la victime dans toute la complexité de sa situation et lui expliquer, voilà, le dépôt de plainte, ça va être ça, le dossier va être monté comme ça, il va ensuite aller au parquet. Au parquet, vous pouvez avoir telle et telle aide qui sont fournies parce qu'ils ont aussi des services d'aide aux victimes. Le dossier peut connaître telle et telle direction, telles mesures peuvent être prises ou pas. Donc voilà, c'est toute une explication en amont d'un dépôt de plainte éventuel qui peuvent être données à la victime qui, du coup, déposerait sa plainte en connaissant un peu dans quoi elle s'engage. Et aussi, le service d'aide aux victimes peut accompagner littéralement en présence la victime dans le bureau des actants, enfin des policiers qui reçoivent les plaintes, pour être un peu cette personne de confiance, entre guillemets, même si on ne se connaît pas depuis très longtemps. Il y a un truc là qui fait que je suis avec quelqu'un sur qui je peux compter et qui m'explique un peu les choses sans doute mieux que le policier qui reçoit la plainte. Ce qui est très chouette aussi au niveau du SAPV, c'est que sont en général des collègues qui créent énormément de liens avec l'extérieur. Donc c'est des gens qui ont en général une connaissance assez pointue du milieu associatif très très local, justement parce que ça fonctionne en zone. Et donc, on se dit, tiens, dans ma commune, c'est elles qui ont le temps d'aller faire ces recherches et de se dire, OK, une victime de violence intrafamiliale, elle a besoin, bien sûr, d'autre chose qu'un service policier pour s'en sortir un peu correctement. Et qu'est-ce qu'il y a autour de son domicile? En général, les gens vont déposer plainte dans le commissariat plus proche pour pouvoir l'aider. CPS, ASBL spécialisé, centre de santé mentale. Il y a pas mal de communes maintenant qui proposent des aides familiales, des aides aux femmes monoparentales. Et donc, c'est en général des services qui ont cette espèce de cartographie très, très localisée, avec des services assez spécialisés et qui peuvent justement renseigner la victime sur « OK, nous, on va vous aider. Vous allez venir maintenant avant la plainte, vous pourrez revenir après.
la première et la deuxième ligne renseignent systématiquement la victime de l'existence du service et le service de l'existence d'un dossier avec violence grave. Et donc, quand vous reviendrez après, vous pouvez venir une fois, juste après, on fera une prise en charge. Il y a parfois des reprises de contact et la victime revient quelquefois, mais le suivi ne sera jamais à moyen et long terme. Et donc, il y a vraiment une passation là de aller chercher l'aide là où il y en a, pas trop loin. Et donc, il y a un passage là de pouvoir de la police vers l'extérieur qui se fait très bien via les SAFEB. Ensuite, au niveau policier, on a, ce sera une des conséquences positives du Covid, en fait. Il y a eu plein de circulaires du parquet qui ont débarqué pour nous dire il faut absolument qu'on agisse vite et fort pour prendre mieux en charge les violences conjugales qui explosent pendant ce confinement. Et donc, les noms ont déjà circulé tout à l'heure, donc vous allez peut-être avoir un peu une répétition. En plus, j'étais pas là ce matin, donc je sais pas ce qui vous a été expliqué. Mais donc, on a cette fameuse call 15 2020. La call 15 2020, c'est pas que l'outil, il y a plein d'autres choses. Il y avait par exemple la création d'une policière de référence en matière de violence intrafamiliale, c'est ce que j'étais quand j'étais en école de police. Mais il y a ce fameux outil. Cet outil qui a été super simplifié pour que les policiers vraiment de première ligne même puissent l'utiliser. Et il y a tout un tas de questions sur la victime, sur l'auteur, sur la situation familiale, sur la situation plus large, pour tenter de déterminer quels sont les facteurs de risque de la situation et quels sont les facteurs de protection éventuelle de la situation. Dans un premier temps, ce qui était très bien avec cet outil, c'est que quand on en a pris connaissance, on s'est dit, OK, on est censé le remplir après avoir entendu la victime. Donc, pour avoir toutes ces infos-là dont j'ai besoin pour remplir correctement mon outil, je dois prendre une bonne audition. Et donc, on a vraiment eu, et en tout cas moi, alors j'ai rencontré mes collègues ce matin, je sais que c'est plus le cas, et ça me fait fortement râler, mais moi, en tant que policière de référence, j'étais derrière mes gars en permanence, en leur disant, cet outil, tu vas me le remplir, et tu vas me le remplir correctement. Et j'ai pas besoin que tu me mettes des croix juste pour faire beau, je veux des vraies infos. Et donc, les auditions ont connu une amélioration vraiment obligatoire, en fait, de devoir remplir cet outil. J'ai besoin de ça et ça. Je vais les demander à la victime. Et donc, ça a fait des auditions un peu plus longues qu'avant, mais ça a quand même permis à la victime de sortir de son audition en se disant, OK, je suis quand même là, on n'est pas juste en train de se dire maintenant, là, j'ai reçu des coups. Il y a une prise en compte du contexte, de l'historique, de toute la famille. Mais bon, voilà, je vois que ça n'a pas duré et je peux pas être sûre que dans les autres zones de police, il y ait eu la même idée de départ de se dire on va rendre l'audition plus riche dès le début pour remplir l'outil. Donc voilà. Et c'est vrai que ça me fait penser à quelque chose que Jean-Louis disait là tout de suite, c'est comment les mesures, en fait, finalement, qu'on imagine, leur application aide, mais en fait n'aide pas les victimes. Il y a des situations où ça va aider, puis d'autres où ça n'aide pas. Et je viens tout de suite sur la suite. Par exemple, la deuxième colle qui a été rédigée suite au Covid, c'est la colle 2020. C'est celle qu'on appelle la circulaire de la revisite. Et la revisite, en fait, pendant qu'on était confinés, l'idée, ça a été qu'on a appelé toutes les victimes de violences intrafamiliales de manière assez large. Donc, on avait eu dans la zone depuis le début de l'année, à l'époque, 2020. Pendant le confinement, on les appelait. Comment ça va, comment ça va, comment ça va. Et à partir de là, ils se sont dit, on va rendre ça systématique. Et donc, chaque plainte déposée pour violence conjugale, du coup, doivent faire l'objet, d'après cette circulaire, d'une reprise de contact dans les 2 mois du dépôt de plainte. Et théoriquement, cette reprise de contact, c'est quand même donc aller rencontrer la victime, de préférence en physique chez elle, ou alors de la faire venir au commissariat. Il faut bien se rendre compte que sur les 4800 plaintes qui sont déposées à Bruxelles l'année passée, il n'y a pas eu 4800 revisites en contact direct chez les victimes. En fait, matériellement, c'est impossible. Et c'est là que je dis que la mesure, elle est
à double tranchant parce que qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour répondre à cette circulaire? On s'est dit, on va appeler les gens. Alors, quand la victime nous dit, oui, rappelez-moi, c'est très bien sur le téléphone, ok, mais pendant ces 2 mois, il s'est passé quoi? Comment la situation a évolué? C'est ce qu'on veut savoir en appelant. Mais il est bien possible qu'en appelant, on tombe sur l'auteur, ou qu'il soit juste à côté en train de surveiller ce qu'elle dit, ou voilà, qu'elle ne répond pas et qu'on n'ait jamais de rappel. Donc, c'est une mesure qui, au départ, a du sens. Et qui a une bonne idée de se dire, OK, je reprends contact pour savoir comment ça va. Parce qu'on a des contacts avec des victimes qui nous disent, ça l'a bien calmé. Il y en a d'autres qui nous disent, c'est pire qu'avant. Donc voilà, c'est bien d'instaurer ce suivi. Maintenant, dans la manière de le faire, je crois qu'on n'a pas encore trouvé la bonne. Et je ne sais pas par où on va aller pour trouver le bon chemin pour reprendre ce contact et faire une mise à jour, en fait, de la situation. Ce qu'ils ont ressorti aussi à ce moment-là, et ça tu en parlais tout à l'heure, c'est l'ITR. À la base, c'est une circulaire de 2012. Ils l'ont remise au bout du jour. L'ITR, l'interruption temporaire de résidence. L'idée aussi, là, de nouveau, elle est bonne. Hein. La plupart du temps, on dit aux victimes, partez. Sauvez votre peau, partez. Alors même quand on a 3 gosses sous le bras et qu'a priori on n'a pas de revenus, c'est quand même fort compliqué de se barrer comme ça du jour au lendemain. Et c'est vrai que moi, pendant ma carrière policière, très souvent, on me disait, mais pourquoi c'est pas lui qui se barre? Oui. Alors, c'est une mesure qui peut être prise super rapidement par le parquet. Il doit quitter le domicile pour 15 jours, qui est renouvelable 1 fois, voire 2 fois. Et en fait, je rejoins complètement ce que tu disais là tout de suite. Moi, c'est une mesure au départ, je me suis vraiment dit, ah, yes, un truc super concret là. Il y a une réaction, le parquet va vraiment prendre des mesures. Alors déjà à Bruxelles, ça a tenu 3 mois, je pense. En fait, l'administratif qui a derrière une mesure pareille, au niveau policier, c'était déjà super lourd. On a pris sur nous et on a rempli les documents qu'il fallait, mais en fait, c'est au parquet qu'ils nous fassent suivre. Pour eux, ils ont dit impossible. On n'y arrive pas. On n'applique plus cette circulaire à Bruxelles. Ça a vraiment été décidé clairement et annoncé. Ils n'ont même pas essayé de faire comme si. Et avec le temps, ce que je me suis dit, c'est bien. On dit au gars de se barrer, et exactement comme tu le disais tantôt, hein, s'il n'a pas d'endroit pour aller s'installer, on le perd complètement. Alors, les victimes le disent, hein, à la limite, quand il est à la maison, je sais qu'il est là, je sais ce qu'il fait. Ne pas savoir, ne plus avoir rien du tout comme contact, il est seul dans la nature. Pour moi, il y a 2 solutions. Hein. Soit ça le fait tilt dans sa tête et il se dit merde, c'est quand même pas le truc qui arrive tout le temps. Hein. Et puis on a l'autre solution, c'est qu'il va s'énerver tout seul, bien comme il faut, et qu'il va revenir 15 fois pire. Ou alors, on a toutes les situations, ça c'était le parquet aussi de Bruxelles qui nous a renvoyé ça en disant on ne s'en sort pas avec ces appels qu'on reçoit des victimes, en disant c'est bien beau de mettre mon mari dehors, j'ai pas de carte de banque, moi. Je peux plus aller chercher à manger en fait. Et le parquet, il s'attendait pas à recevoir ce genre d'appel. Il n'est pas prêt pour ça. Et donc ils se sont retrouvés avec plein de victimes qui ont dit mais laissez tomber cette mesure, moi j'ai besoin qu'ils reviennent en fait. Et donc voilà. De nouveau, c'est une mesure qui a du sens quelque part, c'est une bonne idée de départ, mais concrètement, dans l'application et sans une prise en charge de cet auteur, elle peut avoir des côtés franchement contre-productifs. Et en fait, je le disais encore la presse ce matin, le 3e féminicide belge qui s'est passé le week-end passé, c'est pendant une mesure d'éloignement. Et donc, en fait, on va jamais établir un lien entre les deux, hein, mais je me dis, voilà. Avec ça arrive, c'est à dire. Ouais. Alors, à Bruxelles, on s'est dit qu'on allait aller encore un peu plus loin dans l'amélioration des services policiers pour prendre en charge les victimes de violences intrafamiliales et du coup les CPVS qui ont été cités tout à l'heure, les violences sexuelles, on a fait un mix des deux. On a créé des cellules qui s'appellent les cellules EVA. Alors, EVA, c'est chouette à retenir comme prénom, c'est bien, mais alors ça veut dire quelque chose. Ça veut dire Emergency Victim Unit.
j'ai jamais connu un truc qui portait aussi mal son nom. Il y a Emergency, n'a rien à faire là-dedans. Pas du tout un service d'urgence. Mais bon, je ne sais pas d'où vient l'acronyme, je sais pas pourquoi ils ont choisi ça, mais c'est vrai que Eva, ça tourne bien à l'oreille. C'est facile à retenir. Alors, les cellules Eva, c'est quoi? Mais c'est parti des CPVS avec les policiers formés. En fait, les policiers qui travaillent là-bas, qui viennent prendre les auditions sur place, on les appelle des inspecteurs mœurs. Peu importe qu'ils soient inspecteurs, commissaires, on s'en fout. Inspecteurs mœurs, qui sont formés, ils ont une formation de 2 semaines. Au niveau policier, une formation continue de 2 semaines, c'est énorme. Et donc, ils se sont dit, pourquoi ne pas étendre et rendre ces cellules, en fait, fixes. Donc, les premiers qui ont commencé, c'est bien sûr Mine Bruxelles. Ils ont été suivis très rapidement par la zone de Anderlecht-Forêt Saint-Gilles, c'est la zone midi. On a là des groupes de policiers qui sont en charge de recevoir uniquement des victimes de violences intrafamiliales et de violences sexuelles. Ils font les gardes, CPVS, ça peut pas le temps. Ils sont tous super formés dans ces 2 matières. Uniquement dans ces 2 matières. Donc, ils ne vont pas s'occuper de l'enquête, ils ne vont pas s'occuper de l'auteur, ils ne font que de la prise en charge victime. Alors, c'est le seul point commun que vous allez trouver aux 6 zones de police bruxelloises qui ont maintenant chacune leur EPA. Le principe, c'est ça. Et puis après, chacun a fait sa petite popote. Ah oui, non, vraiment. On a certains qui font de la première ligne. Donc, ils ont augmenté leurs heures de travail de bureau. Ils sont là de 8 à 20. Et dès que il y a une plainte qui se présente au commissariat, on les appelle. C'est eux qui prennent en charge dès le départ. On a de la deuxième ligne, donc qui travaillent, eux, donc la première plainte est toujours prise à l'accueil. Ils vont recevoir les victimes dans un second temps, sur rendez-vous, pendant les heures de bureau de manière générale. On a donc ceux qui font des gardes complètes, donc ils sont aussi un peu là le week-end et tout ça, un peu comme ils sont de garde CPVS, ils peuvent aussi être de garde EVA, d'autres qui ne le font pas du tout. On a des zones qui ont, en fait, la secrétaire d'État ici à Bruxelles, à l'égalité des chances, avait lancé un espèce de mini-subside pour créer des cellules EVA. Et donc, il y en a qui ont pris ce subside et qui ont créé des bureaux qui, dans un commissariat, avoir un bureau avec une couleur sympa, des fauteuils un peu sympas, un jeu pour les enfants, c'est super. Ça dénote complètement avec tout le reste du commissariat qui, en général, est bien dégueulasse. Mais voilà, on a des locaux qui sont accueillants, en fait. Il y a des commissariats qui n'ont pas. Il y en a qui ont des équipes fixes dans les EVA. Il y en a qui viennent de temps en temps de leur service, chacun pour faire de l'EVA. Enfin, voilà. Il n'y en a pas 2 il n'y a pas 2 zones qui ont fait la même chose. Chacune est un peu persuadée d'avoir tiré le meilleur d'après ses besoins, d'après ses capacités aussi. Il y a des zones qui n'ont pas les moyens en personnel de créer un peu l'EVA à temps plein. D'autres qui ne l'ont pas vraiment, mais qui l'ont trouvé quand même. Enfin, voilà. Ce qui est super là-dedans, c'est de se dire que l'accueil des victimes et la prise en charge des victimes de faits graves comme les violences intrafamiliales, au niveau policier, elle s'affine et elle se spécialise de plus en plus. Et alors, l'étape suivante, c'est celle de Divico, c'est celle du centre de Bruxelles qui va naître un jour, c'est qu'elle sort de son commissariat. Parce que vous avez décidé de faire ça uniquement par visio, ou pas. En tout cas, ça se fait comme ça pour l'instant. Mais quand même, l'idée de créer ces centres de gestion des dossiers critiques, c'est que les gens arrivent à se rencontrer. Et donc, littéralement, la police sort de son commissariat pour aller travailler avec d'autres gens en collaboration pour que le dossier soit mieux géré. Enfin, tu le disais tantôt, hein, c'est le changement de paradigme. Pour moi, c'est juste révolutionnaire, en fait, ce qui est en train de se passer maintenant. On s'en rend pas compte tout de suite. Mais je pense que de voir les policiers sortir de leur bureau, se mettre au service des victimes, voir des procureurs sortir de leur grand palais de justice pour se mettre au service des victimes, on est quand même on est en train de vivre un truc là. Je dis, on n'en prend pas la mesure, mais il se passe quelque chose.
non, je pense que c'est absolument génial. Moi, je ne vais pas parler des dispositifs que je suis en train de mettre en place parce que je suis pas là pour ça. Mais sachez qu'à Bruxelles, il est en train de se mettre en place un Divico local qui ne s'appellera pas comme ça. Mais Namur a son espace vif qui est en train de se mettre en place. Nivelles va monter un Divico, si je ne me trompe pas. Du côté flamand, eux, ils sont déjà neuf. Vélicurie, comme ils appellent ça, des safe house à neuf. Théoriquement, hein, parce qu'il n'y en a pas neuf, mais en fait. Mais bon. Donc, on a intitulé l'intervention La place de la police. En fait, je ne peux que dire que la place de la police dans cette prise en charge, elle ne fait qu'évoluer depuis 20 ans. En Belgique, en tout cas. On n'arrête pas d'avancer pour tâcher de mieux prendre en charge ces situations. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Ouais. On aura toujours des accueils foireux. On aura toujours des policiers qui ne font pas bien leur travail. On est dans une société où on peut le retourner dans tous les sens. Hein. On parle d'une violence genrée. Il y en aura toujours bien un pour venir nous dire les hommes aussi. Mais on n'a jamais dit le contraire. À la police, on essaye d'avancer, mais il y en aura toujours qui seront contre et pour se dire on n'est pas des assistants sociaux. C'est très bien. Ça n'empêchera jamais les gens comme moi et comme plein d'autres collègues de tâcher de faire avancer les choses et force est de constater qu'on y arrive. Et donc, je vais m'arrêter là-dessus parce que je vois que j'ai arrivé à ma limite de temps.